Bien, je suis heureux de vous accueillir, ainsi que Nathalie Mesureux et Christian Marco, pour cette table ronde. Bonjour messieurs, nous sommes avec Charles Curtelin à présent, Jean-Pierre Duport, Jean-Luc Fraisse, Jean Frébault, Michel Paulin et Gilles Pérodin, qui doit nous rejoindre normalement un petit peu plus tard, si j'ai bien compris. Non ? Non. Apparemment, Gilles Pérodin donc, ne sera pas... très bien, donc ne participera pas à cette table ronde. Alors, l'objectif de ce moment d'échange est de resituer le contexte, de revenir sur le contexte dans lequel l'État a fait le choix de transférer l'école d'architecture à Vaux-en-Velin après 20 ans de projet. Nous l'avons brièvement évoqué précédemment, 20 ans d'errance au sein de l'agglomération, d'analyser le jeu des acteurs institutionnels et professionnels et de comprendre, au fond, les multiples enjeux sous-jacents à cette implantation hautement symbolique dans un contexte politique et social tout à fait déterminant. Alors, Jean-Pierre Duport, je vous remercie chaleureusement d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Je rappellerai, vous avez été directeur de l'architecture de 1980 à 87. Souhaitions en fait ouvrir cette table ronde sur la question du rapprochement de l'architecture et de l'équipement, ce qui explique notre présence bien, à Vaux-en-Velin, et la question du rapprochement entre les deux écoles. Finalement, qu'est-ce qui motivait ce rapprochement de l'architecture et de l'équipement ? D'abord, le rapprochement, ce n'est pas moi qui l'ai fait. J'entends bien. Je veux dire que le rapprochement, il a été fait du temps du ministère d'Ornano, donc du ministère de l'Environnement et du Parlez bien au micro. Parlez peut-être près du micro. De l'environnement et du cadre de vie, en 1977. À l'époque, je crois que ce qui a motivé ceux qui ont favorisé ce regroupement, c'est l'idée que l'architecture, c'est un art, c'est incontestable, mais que c'est un art qui ne peut exister que s'il est lié à une commande, que s'il est lié à des maîtres d'ouvrage qui décident de construire des bâtiments. Et que donc le rapprochement entre le ministère, entre l'activité architecturale et le ministère qui coordonne l'action de construction et d'urbanisme sur le territoire, est une idée qui a été défendue par beaucoup. J'étais à l'époque à la direction de la construction, chef du service de l'habitat, et avec un petit groupe de réflexion autour de Pierre Maillet notamment, on a défendu le rapprochement entre le ministère en charge de l'équipement et de l'urbanisme et l'architecture. Je dois reconnaître que cette problématique est une problématique que j'ai retrouvée plus tard lorsque j'ai été associé à la réflexion qui avait été confiée par la ministre de la Culture de l'époque à Vincent Feltès sur l'enseignement de l'architecture. Nous nous sommes battus avec Vincent Feltès pour qu'il y ait quelque part des instances dans lesquelles ceux qui passent des commandes, et notamment tous les ministères techniques, prenons l'éducation nationale pour l'illustrer, sont présents autour de la table pour dire voilà ce dont nous avons besoin au jour d'aujourd'hui en matière d'architectes et quelles doivent être leurs formations, leurs aptitudes professionnelles. Voilà, je crois, la motivation qui, en 1977, a conduit à la création du ministère de l'Environnement et du cadre de vie, confié à un tandem entre un architecte, en l'occurrence Joseph Belmont, et un administratif issu du ministère de l'Équipement, en l'occurrence Claude Robert, qui sera plus tard mon successeur à la direction de l'architecture et de l'urbanisme. Personnellement, contrairement à ce qui a été défendu... Parlez bien au micro, s'il vous plaît. Contrairement à ce qui a été défendu par certains, plus tard, je pense, des discussions que j'ai eues avec Roland Castro, je pense que le retour de l'architecture au ministère de la Culture et surtout dans une direction générale des patrimoines n'a pas été une bonne décision. Je ne me cache pas de l'avoir dit et redit. Voilà donc le contexte dans lequel s'est fait cette fusion. Donc avant que je n'arrive en 1981, en octobre 1981, et que je succède à Joseph Belmont.
Alors, je pourrais revenir plus tard, quand vous le voudrez, sur le contexte dans lequel nous étions à cette époque-là, et qui explique un certain nombre de difficultés, de problèmes, de débats que nous avons eus autour de la création de l'école, de l'implantation de l'école d'architecture de Lyon à Vaux-en-Velin, dans un moment où je dirais que l'enseignement de l'architecture avait besoin d'un sérieux coup de booster, pour lequel on a franchi un certain nombre d'étapes de 81 à 87 avec Jean Tribel, puis avec Pierre Lajusse, mais dans lequel il restait encore beaucoup de chantiers lorsque je suis parti en février 87. Alors précisément, peut-être pouvons-nous justement évoquer ce sujet à présent, notamment sur fond de politique de l'État, notamment politique de la ville, à un moment donné où les questions d'aménagement du territoire prennent une importance toute particulière. C'est vrai que l'aménagement du territoire prendra une importance particulière et j'y suis sensible puisque j'y reviendrai quelques années après. Je voudrais peut-être faire une petite digression rapide sur ce qui était ma mission lorsque j'ai été nommé directeur de l'architecture et de l'urbanisme. La première mission, c'était de mettre en œuvre et de continuer à mettre en œuvre avec des adaptations nécessaires la loi de 1977, la loi Giroux de 77. Je pense en particulier à la création des CAUE, au dossier ô combien difficile et délicat des maîtres d'œuvre non architectes et à qui il fallait donner la capacité de continuer à exercer leur activité professionnelle compte tenu de la limite des 170 mètres carrés de compétences. Il fallait achever la réforme de l'enseignement. N'oubliez pas, on parlait des UPA, que les UPA, à cette époque-là, étaient un service extérieur du ministère. Il n'y avait pas d'autonomie. Les UPA, je parle sous le contrôle de Jean-Luc Fraisse, c'était un service extérieur du ministère. Nous l'avons fait, et donc cette mission s'est faite dans un contexte de rapport tendu avec la profession, pour une raison liée à la 101e proposition de François Mitterrand, la suppression de l'ordre des architectes. Je ne reviendrai pas sur les conditions dans lesquelles cette 101e proposition, à laquelle je ne suis pas persuadé que François Mitterrand était attaché plus que cela, a été ajoutée à la liste des 100 propositions de François Mitterrand. Enfin bon, le poids d'un certain nombre de membres du syndicat de l'architecture hostile à l'ordre, pour des raisons qu'on devine, et de l'entourage de François Mitterrand l'explique. En tout cas, je peux dire que ceci est, et j'y reviendrai parce que ça n'a pas été sans lien avec le contexte lyonnais, a créé un climat délétère avec la profession, dont je peux vous dire que je me serais bien passé, d'autant plus qu'en 1984, le Premier ministre de l'époque, en l'occurrence Laurent Fabius, a pris la décision au moment où on proposait un certain nombre de toilettages de la loi de 77 de renoncer à la suppression de l'ordre. Pour moi d'ailleurs, je le dis à titre personnel, la suppression de l'ordre n'était pas un enjeu majeur dans le dispositif qui était le nôtre. Pour moi, l'enjeu essentiel, et pour moi ça demeure l'enjeu essentiel, c'est la diversification des pratiques, c'est la diversification des métiers auxquels prépare le diplôme d'architecte. J'ai toujours pensé que le seul modèle libéral et le seul modèle de l'architecte créateur n'est pas le seul modèle d'exercice de ceux qui ont le diplôme d'architecte. Et je pense que l'enseignement devait y préparer. Alors, très rapidement, peut-être, je veux dire que je voudrais en venir à ce qui a été, pour moi, les objectifs en matière d'enseignement de l'architecture. Le premier, ça a été de donner un statut aux écoles. Je simplifie, hein, je ne vais qu'au point essentiel. Et la transformation en établissement public a été pour moi un progrès. Le seul regret, et je pense que Jean-Luc Fraisse s'en souvient,
ça a été que nous n'avons pas réussi à obtenir un statut d'établissement public à caractère scientifique et culturel, et qu'on est resté dans le statut d'établissement public administratif, avec les rigidités, les contrôles tatillons que ceci pouvait générer. Mais nous avions déjà un statut d'autonomie, un statut d'établissement public, c'était un point important. Il fallait transformer l'enseignement aussi. Il fallait transformer l'enseignement et le rapprocher de l'enseignement supérieur. Ça a été un thème récurrent dans les différentes interventions depuis le début de cet après-midi. Et je considère que l'une des conquêtes de la réforme de 84 que nous avons faite sous l'autorité de Roger Quillot, ça a été la création du diplôme d'études fondamentales, d'études architecturales, le DEFA. Parce que c'était un diplôme enseignement supérieur et architecture, et que ça créait des passerelles entre l'enseignement de l'architecture et les autres enseignements supérieurs. Je rappelle qu'à l'époque, lorsque vous aviez fait X années, puisque la présentation du diplôme n'était pas liée à un temps limité, ça pouvait être 6 ans, ça pouvait être 7 ans, ça pouvait être plus, mais vous sortiez des études d'architecture avec le diplôme d'architecte, vous étiez DPLG ou vous étiez baccalauréat. Vous n'aviez aucun autre titre universitaire entre baccalauréat et diplôme d'architecte. Donc pour moi, ça a été un élément important. Le troisième élément, c'était la création des certificats d'études approfondies, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, et c'était pour nous à la fois l'objectif, avec Jean-Louis Cohen, avec Claude Pré-Lorenzo, on a beaucoup travaillé sur ce sujet, le développement de la recherche liée à l'enseignement de l'architecture, là aussi souvent contesté par la profession, qui a contesté aussi quelquefois les thèmes de la formation permanente en disant que la formation permanente, on le fait sur le tas, alors que la formation sur l'architecture en bois, l'architecture en terre, enfin la formation permanente qu'on a créée à l'époque, en l'occurrence d'ailleurs avec le soutien de mon épouse, qui s'occupait de formation permanente à la direction de la construction à l'époque. Donc je veux dire que le développement de la recherche et l'intervention qui a été celle de M. Tran tout à l'heure était tout à fait intéressante, a été un élément tout à fait essentiel. Et la création des doctorats était notre perspective. Ça a mis pas loin de 20 ans à aboutir, ou 30 ans, mais c'était un élément tout à fait essentiel et sur lequel le rapport Feltrès a remis l'accent. Ça a été la réforme des études, ça je n'y reviendrai pas, d'autres que moi pourront en parler. Mais je voudrais dire que même si le projet était souvent présent, notamment dans la logique de la formation en atelier, je voudrais rappeler que la réforme de 84, c'est le premier texte en matière d'enseignement d'architecture dans lequel le mot projet figure. Et pour moi, c'est un élément tout à fait essentiel. Ce qu'on attend des architectes, c'est leur capacité à créer dans l'espace et à concevoir dans l'espace. Et ça, c'est une spécificité propre au métier. Donc la formation doit y préparer. Mais cette capacité à concevoir dans l'espace, beaucoup de métiers peuvent en avoir besoin, et pas seulement celui d'architecte et de tous les métiers qui sont liés, paysagistes et autres. Et je rappelle que c'est un élément important. Je cite souvent, et peut-être qu'un certain nombre d'entre vous l'ont déjà entendu citer, vous direz que je vieillis et que je radote. Alors je parle par prétérition. N'oublions pas la phrase d'Oscar Wilde qui disait « Les médecins, contrairement aux architectes, enterrent leurs erreurs ». Alors certains l'attribuent aussi à Georges Bernard Shaw. Alors on verra bien, mais qui l'a dit. Et puis enfin, l'important, c'était le renforcement des moyens. Il faut voir la faiblesse des moyens. Et là, c'est pas Jean-Luc Fraisse qui me démentira non plus. En préparant cette intervention, je me disais, mais l'utilisation des outils informatiques dans les écoles d'architecture, c'était une priorité des besoins que m'exprimaient les directeurs, mais on était au degré zéro. Il n'y avait quasiment rien au début des années 80 dans les écoles d'architecture. Alors lorsqu'on voit aujourd'hui ce qu'est la CAO, mais la CAO, à l'époque, on en rêvait, mais on ne pouvait pas la concevoir. Et puis enfin, c'était le programme immobilier
et le renforcement des moyens, au-delà des renforcements des moyens financiers. Tout ceci avait été initié du temps de nos prédécesseurs, avait été initié par Joseph Belmont, et Bordeaux, et Nantes, et Rennes, et Grenoble, et Lyon. Je viens en revenir à Lyon juste pour dire que le grand échec de la période où j'étais directeur de l'architecture, c'est que nous n'ayons pas abouti sur le statut des enseignants des écoles en architecture, ce qui a été aussi un vrai problème. Alors le projet de Lyon, donc comme vous l'avez vu, je vais pas y revenir. Le projet de Lyon, il y en avait eu beaucoup, et le projet de Vaux-en-Velin, c'est pas moi qui en ai pris l'initiative, pas moi qui l'ai initié. Le projet de Lyon existait, le projet de venir à Vaux-en-Velin existait au moment où j'ai été nommé directeur de l'architecture. Ce que je peux dire, c'est que je l'ai soutenu immédiatement. Peut-être parce que j'avais fait l'essentiel de ma carrière au ministère de l'Équipement, que je connaissais bien l'école des TPE, je connaissais un peu Michel Prunier, et que je ne pouvais pas y être hostile, et que je trouvais que c'était un projet fertile par rapport à l'idée présente dans mon esprit de l'articulation entre la profession d'architecte et les autres métiers de la construction et de l'urbanisme. Jean-Pierre. Je crois qu'on s'est arrêté, je finis, je crois qu'on s'est heurté, pardon Monsieur Curtelin, à l'hostilité farouche de la profession et de l'ordre des architectes à Lyon. Pour eux, il n'était pas pensable, il n'était pas concevable qu'une école d'architecture ne soit pas au centre de Lyon. Nous allons y revenir précisément dans quelques minutes. Ce sentiment. Donc j'ai soutenu le projet. Je n'étais pas au jury, c'est Jean Tribel, mon adjoint, qui était à ce jury. Il y a eu une écrasante majorité au sein du jury pour le projet de François Jourda, trop tôt disparu, et de Gilles Perrodin. Il a été récompensé, mentionné à l'écale d'argent. On le voit, c'est un projet fort. 33 ans après, je crois que c'est un projet qui vit bien. En tout cas, je peux dire, et je terminerai par là, je peux dire qu'il est apprécié, il est connu parce que mon chauffeur de taxi m'a dit « Ah ben j'aurais bien... » Où allez-vous ? Je vais à l'école d'architecture. Il dit « Ah ben j'aurais bien voulu être architecte. Je suis taxi, mais j'aurais bien voulu être... » Nous accueillons aussi les vocations tardives. Et en tout cas, il s'intéresse à l'architecture parce qu'il m'a dit tout le mal qu'il pensait du projet de Jean Nouvel. Alors, il n'est pas très favorable à l'architecture contemporaine. Il m'a dit tout le mal qu'il pensait du projet de la réalisation de Jean Nouvel à Perrache. Il m'a dit qu'il aimait pas beaucoup le projet de Copy-Melbla à Confluence. Donc il est plutôt pour une architecture un peu traditionnelle, mais il regrette encore de ne pas avoir été architecte. Voilà. Je recommanderais. Merci infiniment Jean-Pierre Duport pour le contexte dans lequel pour cet éclairage. L'implantation de l'école d'architecture de Lyon à Vaux en Velin, et tout le plaisir que j'ai aujourd'hui à participer à ce colloque. Je vous remercie. Discuter avec vous de ce qu'a été ensuite la suite de la vie de l'école d'architecture de Lyon. Merci infiniment, en tout cas pour cet éclairage tout à fait très pertinent, notamment sur le contexte à la fois politique entre les lois de 77 et 84, bien sûr que vous avez rappelé, loi fondatrice bien sûr de 77, les multiples enjeux, notamment en matière de statut des établissements, et de nombreux sujets que vous avez soulevés restent des questions d'actualité évidemment et résonnent encore aujourd'hui avec une acuité toute particulière. Vous évoquiez la question, l'importance de le lancement de programmes immobiliers, évidemment, dans ces années-là, dont l'école de Jourda et Perrodin est l'un des symboles. Alors, je me tourne vers Michel Paulin, justement, que je ne présenterai plus et qui a joué un rôle majeur dans ces années tout à fait décisives pour l'école et qui rappelait la richesse, notamment, de ces années 70, plutôt 80, notamment la multitude de projets pédagogiques, notamment autour de la question de l'expérimentation et qui amènera aux grands ateliers de l'île d'Abo. Peut-être, Michel Paulin, pouvons-nous revenir un petit peu sur le rôle notamment des instances et des enseignants dans la genèse de ce projet d'école très débattu, si j'en juge, parce que l'on
retrouve dans les archives, en tout cas. Finalement, quels étaient les enjeux pédagogiques? Faire évoluer la pédagogie, bien sûr, au sein de l'établissement. Quel rôle ont joué les différentes instances dans la genèse et la mise au point, notamment, du programme de cette nouvelle école? J'ai déjà vaguement évoqué dans mon exposé précédent la participation du corps enseignant à la genèse de ce projet. J'ai souligné à quel point la création par la réforme d'Ornano de ce grand ministère avait été un élément déclencheur essentiel, mais vous avez compris que le corps enseignant se souciait déjà de longue date de trouver des solutions pour une pédagogie qui se rapproche des modèles universitaires et surtout qui soit ouverte sur des professions corrélées, les professions scientifiques bien entendu, par notre approche de l'INSA, de l'ENTPE, puis plus tard de l'école centrale, mais également dans des domaines universitaires avec le lien de notre laboratoire d'un livre des formes et de l'université Lyon 3, la section d'esthétique, et le haut patronage de François Dagognet, qui était quand même une des sommités dans le domaine à l'époque. Donc on était déjà sur une perspective de pluralisme, de rénovation de l'enseignement, de rapprochement, comme M. Duport vient de le souligner, avec des modèles de type plus universitaire. Alors tout ça était en gestation, mais il n'y avait aucune opportunité. C'est-à-dire qu'on s'est baladé dans Lyon, au palais de justice de Baltard, qui devait être désaffecté. Ça aurait été très beau, 24 colonnes, sauf que c'était quand même dans les combles du greffe actuel, avec vue sur les terrasses intérieures. Il y avait aussi l'hôpital Villemanzy, ancien hôpital militaire, qui était sur un site absolument magnifique, qui donne la possibilité d'aller manger dans un restaurant somptueux, mais qui était à peu près inaccessible par les voies aussi bien automobiles, difficilement piétonnes, puis qui était difficilement... Enfin, on a fait chaque fois des simulations. On a fait chaque fois des travaux et si on s'installait, où est-ce qu'on mettrait ce service. Et on arrivait chaque fois à la conclusion, nous n'avons pas de programme unificateur qui nous permette de dialoguer avec avec l'administration de tutelle d'abord, et puis d'autres partenaires, pour nous dire, voilà ce dont nous avons besoin. J'ai évoqué tout à l'heure brièvement cette petite mission Pérodin, qui était totalement interne à l'école. C'était un jeune assistant, que nous avions un jeune diplômé qui assistait Bernard Duprat, je crois, à l'époque. Et donc, c'était mûr. La réforme d'Ornano nous a permis nous a donné une perspective. Et puis, parallèlement, il y avait eu déjà toute la démarche de décentralisation de l'ENTPE et du choix difficile de Vaux-en-Velin, puisque plusieurs autres sites avaient été envisagés et les étudiants qui étaient habitués au quartier latin n'avaient aucune envie de venir dans une subpériphérique d'une ville de province. Et donc, ça a été le mérite du ministère, le mérite personnel, je pense, de Michel Prunier, de chercher un site dans lequel il pourrait avoir un projet, une histoire. Parce qu'à l'époque, la ZUP de Vaux-en-Velin était la dernière en construction. Elle était faite sur un modèle nouveau. C'était plus le système des bars. C'était très sectorisé. Il y avait eu tous les plans innovation et on lançait un certain nombre de tentatives de nouvelles formes d'architecture. Et puis à l'époque, c'était chic d'habiter à Vaux-en-Velin. C'est-à-dire que la paupérisation et l'image dégradée qui est apparue ensuite, est apparue à la suite des événements de 90, en gros. Et donc, on n'était pas du tout dans cette perspective. Par-dessus le marché, nous qui étions à l'époque disons des trentenaires, nous avions participé aux grands ensembles. Et nous sentions une dette
par rapport à ces quartiers périphériques. Et l'idée de Michel Prunier, qui était de réanimer le centre, l'hôtel de ville, le nouvel hôtel de ville allait être construit, l'école des travaux publics allait être construite. Il avait en tête, sur un grand événement disponible, de rapprocher plusieurs établissements. Il s'attendait d'ailleurs à ce qu'il puisse y avoir d'autres établissements. Donc, au sein de notre école, ce n'était pas évident non plus. Quand on a commencé à se dire est-ce qu'on marche ou est-ce qu'on ne marche pas, il y avait une partie du corps enseignant qui ne voulait pas, qui disait non, non, attendez, on ne mange pas de ce pain-là. Le terme était simple, c'était on ne veut pas être sous tutelle des ingénieurs et surtout pas des pires des ingénieurs qui sont les travaux publics de l'État, je cite. Donc vous voyez l'approche qu'on avait. Donc au sein de l'école, ça bagarrait fort et on a été un petit groupe. En gros, les mêmes, ceux qui avaient monté la recherche, ceux qui avaient un peu collaboré déjà plus ou moins fortement avec l'INSA et le TPE. Un beau jour, on a pris, alors que c'était en train de mûrir, mais je pense que le ministère, en particulier Joseph Belmont, était bien d'accord sur cette idée de projet. Je ne sais pas si vous me confirmerez sur cette idée. Mais par contre, il ne sentait pas le corps enseignant. Et donc, il a fallu que le corps enseignant se manifeste. Et on a pris l'initiative à trois, prendre rendez-vous avec Michel Prunier. On est allé manger au restaurant des invités qui est là à l'autre bout du campus. Et puis on a dit, nous, enseignants, relativement représentatifs, nous, on voudrait y aller. Et je crois que là-dessus, Michel Prunier a décroché son téléphone, il a appelé Joseph Belmont, il a dit je viens de voir des enseignants. Alors ça, c'est la petite histoire supposée. Hein. Je viens de voir des enseignants qui ont l'air de me dire que ça serait possible. Qu'est-ce qu'on fait? Et je pense qu'à ce moment-là, le ministère s'est dit le projet nous intéresse en tant qu'autorité, mais il semble qu'il pourrait être aussi porté par le corps enseignant. Donc je crois qu'à partir de ce moment-là, les choses ont pu avancer. Et quand il a fallu donc gérer, et quand vous êtes arrivé pour gérer proprement dit, M. Fraisse aussi, donc les gestionnaires sont arrivés à point nommé. J'ai cité tout à l'heure la présence de Philippe Sardin. Alors Philippe Sardin qui était un être extraordinaire, un ingénieur qui parle chinois, qui est un excellent violoniste et qui a des idées prospectives sur l'avenir de l'architecture et de l'ingénierie. Donc Philippe Sardin, qui deviendra un des directeurs de TPE après, a soutenu à fond ce projet, nous a beaucoup aidé, ainsi que... C'est comme ça que, ensuite, c'est parti. Et alors évidemment, les levées de boucliers, mais je crois que on l'a cité sur le parking de TPE. Et je pense que TPE, en particulier Michel Prunier, il n'a pas pu mener son projet à terme. Il aurait souhaité qu'il y ait d'autres établissements, toujours dans l'orbite de l'environnement, pour créer un campus de l'environnement à Vaux-en-Velin qui soit fédérateur. Et quand je vois ce que la directrice actuelle est en train de nous présenter sur l'avenir, je suis aux anges, parce que je vois que cette graine qui a été semée au tout début des années 80, eh bien, elle mûrit actuellement et elle est toujours vivante. Et tout ça, c'est passionnant. Vous avez raison de souligner effectivement la permanence de certains sujets. C'est tout à fait étonnant depuis les années 50-60. Enfin, vraiment, c'est assez frappant. Vous avez raison de rappeler l'importance du rôle de Michel Prunier, effectivement, dans cette implantation à Vaux-en-Velin. Y a-t-il finalement une césure au sein des enseignants et du conseil d'administration entre ceux qui souhaitent rejoindre l'université et ceux qui sont ils souhaiteraient plutôt se rapprocher des écoles d'ingénieurs? Est-ce qu'il y a eu des débats en interne? Les débats étaient très très importants. Au moment où le statut des conseils d'administration a été créé dans l'école, nous avons eu comme président Étienne de Cointet. Étienne de Cointet qui était l'ancien directeur de Strasbourg et qui ensuite est venu comme président seulement, non pas directeur, de Lyon. Et puis ensuite, il a été directeur de Saint-Étienne. C'est quelqu'un qui avait des visions,
Mais c'était toujours des visions ponctuelles et empreintes de parisianisme. Je le dis parce que c'est connu que Lyon et Paris se sont toujours chipotés, et les deux villes se rendent là pareil. Mais il arrivait avec une idée fraîche du jour. Si on faisait ça, alors que le corps enseignant travaillait sur autre chose depuis longtemps, alors si on faisait ça, alors ensuite il essayait de faire mousser ça, et puis le lendemain, c'est si on faisait autre chose. Donc il a été par exemple très impressionné par la belle exposition qu'il y avait eu à Debourg, qui avait été montée par Jean de Thiers sur l'architecture de terre internationale, et disait, ben voilà, maintenant on va adhérer à ça, on va faire de la terre. Bon, puis après c'était autre chose, après c'était Villemanzy. Donc il y a eu une période où même les instances, les autorités locales étaient extrêmement divisées. C'était donc Jean Navette qui était le directeur et qui, lui, suivait bien ce qu'on voulait, à condition qu'on n'embête pas. Donc c'était mou. Et tant qu'il n'y a pas eu un objectif pour adhésion ou pour combat, eh bien, le corps enseignant ne s'est pas trop ressaisi. Alors, il y a un grand absent dans ces débats, c'est la ville de Lyon. On a l'impression qu'elle est complètement absente de ces réflexions, tant sur le programme que sur les... un sujet qui la dépasse complètement, visiblement. La ville de... Alors, j'ai eu l'occasion d'aller voir le maire de Lyon, parce qu'à un moment, on faisait des démarches. Chaque prof prenait son téléphone, appelait qui le préfet, qui le maire, etc. Nous allions faire des sittings. J'ai enseigné la construction rue de la République avec des étudiants autour de moi et des badauds, parce qu'on disait, l'école n'a pas de site, il faut que la ville prenne... On est allé voir le maire, Pradel, et il nous a écoutés. Bon, son idée, c'était... Ceux-là, c'est des enquiquinants. Ils n'ont pas voulu de ce qu'on leur a offert. C'était le fameux installation à la Visitation, le projet Zerfus. Donc maintenant, qui se dépatouille, il demandait à Saskia, vous avez quelque chose pour les architectes là? Ah non, vous n'avez rien. Il demandait à sa dactylo. Hein. Ah, vous n'avez rien. Ben, vous voyez, ils n'ont rien. Donc la ville n'était pas du tout investie, n'était pas concernée. Et les directeurs, jusqu'à Jean-Luc Fraisse, la ville n'en veut pas, c'est pas grave, on va essayer de trouver autre chose. Et puis les tutelles étaient amorphes. Donc voilà, moi je suis ravi d'être parmi ces quelques personnes, Jean Frébeau, c'est des personnes à qui je dois une sorte d'illumination dans ma carrière. Il faudrait rajouter Joseph Belmont, malheureusement je crois qu'il est décédé, qui ont été des personnes qui ont été essentielles dans l'éclosion de ce qu'est maintenant l'école d'architecture de Lyon. Alors la transition est toute trouvée pour donner la parole à Jean Frébeau, ingénieur urbaniste de l'État, directeur notamment de l'agence d'urbanisme de 89 à 94, est-ce que je me trompe? Non, pardon, c'est effectivement la direction de l'architecture et de l'urbanisme, pardonnez-moi, de 89 à 94. Et 78 à l'agence d'urbanisme, qui va prendre une importance d'ailleurs croissante dans l'aménagement du territoire lyonnais, notamment sous l'impulsion d'Henri Chabert et de Michel Noir, qui en feront un outil privilégié, en tout cas pour les différentes politiques publiques. Alors, on parle beaucoup de géographie à l'échelle de l'agglomération, finalement, de ce caractère itinérant, d'une certaine manière, de l'école pendant près d'une vingtaine d'années. Peut-on parler de rééquilibrage à l'échelle de l'agglomération aussi, que cette installation d'abord de l'ENTPE, puis de l'école d'architecture, à une échelle qui n'est plus celle de la ville de Lyon, bien sûr, et à un moment donné où les enjeux passent à la communauté urbaine, donc un changement d'échelle significatif. Est-ce que ça s'inscrit dans une politique de rééquilibrage? Bien sûr. Parlez dans le micro. Oui, bien sûr, je vous en prie.
Bien, oui, je vais m'exprimer et apporter mon témoignage sur cette période où la décision d'implanter l'école était encore un peu en débat, même s'il y avait des positions très claires du ministère. Et donc, c'est la période où j'ai été directeur de l'agence d'urbanisme de 1978 à 1988. 30 secondes quand même pour faire écho à ce qu'a dit Jean-Pierre Duport. Quand j'ai été nommé directeur de l'architecture et de l'urbanisme au ministère pour succéder à Claude Robert, qui t'a succédé en 86, j'ai hérité des premières réformes dont tu as parlé, et il a fallu bien sûr poursuivre. Bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je rappelle, il y a eu quand même cette fameuse titularisation et statut des enseignants, qu'ils soient à temps plein ou qu'ils soient également en activité professionnelle. C'était un très gros chantier, parce qu'on essayait de mettre le standard au même niveau que l'enseignement supérieur. Bon, il y a eu aussi en 92 le rapport Frémont, qui était sur la réforme de l'enseignement, mettant l'accent sur l'enseignement du projet, sur la diversité des métiers dont tu as parlé, Jean-Pierre, et puis ce grand combat que nous avons tous mené successivement sur les moyens des écoles, parce qu'on revient de loin. Je pense que ce combat n'est sans doute pas terminé, même s'il y a bien des améliorations. Donc on a obtenu quand même des avancées sur le fonctionnement, sur l'investissement, sur les effectifs également. Et puis quand l'architecture est passée à la culture, j'ai vu qu'il y avait nécessité du même combat. On a beaucoup, quand le relais était passé notamment avec François Barré, et il a eu les mêmes problèmes que nous à l'équipement. Donc moi personnellement, d'ailleurs, équipement, culture, je rejoins tout à fait le point de vue de Jean-Pierre Duport. Tout ça, il faut que ça fonctionne ensemble. Alors, je reviens à ce contexte des années 80. Je me souviens très bien, on n'a pas été consulté, disaient les élus, mais moi personnellement je trouve ça normal, c'était une décision d'État qui était tout à fait stratégique, mais par contre il y a eu des réactions. Alors, c'est ça dont je vais vous parler, des réactions très contrastées. Alors à l'époque, le contexte était tout à fait nouveau. Il n'y avait plus Pradel comme maire, c'est Francisque Collomb, non pas Gérard Collomb qui lui a succédé, Francisque Collomb, maire de transition, je dirais, et le pouvoir était essentiellement exercé par des jeunes élus qui étaient des quadras à l'époque, qui étaient pour la plupart adjoints à l'urbanisme. Alors je cite des noms parce qu'ils ont quand même marqué l'histoire de l'agglomération. Jean Rigaud, qui était le premier vice-président, maire d'Écully, président de l'agence d'urbanisme. Bernard Rivalta, toujours en vie, élu à Villeurbanne. Guy Fischer, premier adjoint au maire de Vénissieux, qui a fait un boulot extraordinaire là, sur les Minguettes notamment. Monsieur Charrier, qui à l'époque, que le prénom de Charrier, Maurice Charrier, voilà. J'étais très proche de ces gens-là, qui était adjoint à l'urbanisme, monsieur Capievic étant maire et qui est devenu maire en 1985. Ils étaient tous au bureau de l'agence. Et puis enfin une personnalité très importante à Lyon qui s'appelle Jacques Moulinier, qui était aussi adjoint à l'urbanisme et qui avait un talent pour tirer beaucoup de ficelles, mettre d'accord les gens, etc. Alors justement, Jacques Moulinier, dans le cadre de ces alliances très transpolitiques, pour bousculer un petit peu les choses sur l'agglomération, la Courlie avait à peine 10 ans d'existence. La Courlie, c'était la communauté urbaine de Lyon. C'était plutôt une intercommunalité de guichets, je dirais, même si elle avait aussi lancé des grands projets comme la Pardieu, le métro, et puis travaillait beaucoup sur les réseaux, les réseaux d'assainissement et autres. Il voulait bousculer un petit peu cette instance politique pour qu'elle ait une vision stratégique sur l'agglomération. Le mot politique d'agglomération n'était pas très fortement mis en avant. Mais alors Jacques Moulinier m'a fait part de résistance de la part, parce qu'il y avait encore des anciens élus de l'époque d'avant, à la place des terreaux, à l'hôtel de ville. Alors ils avaient la vision, je me souviens, oh là là, Vaux-en-Velin, Vénissieux, c'est la banlieue rouge. Alors est-ce qu'on va mettre les pieds à la banlieue rouge, dans la banlieue rouge? Et puis au-delà de la banlieue rouge, là, il y a l'aéroport de Satelas, totalement inaccessible. C'était l'état d'esprit de l'époque des plus anciens. Alors évidemment, les plus jeunes, ils n'étaient pas du tout sur cette même longueur d'onde. Je me souviens d'un préfet qui s'appelait Gilbert Carrère, un grand préfet, mon cher préfet Jean-Pierre, qui avait dénoncé le lyonocentrisme. Tu vois, le lyonocentrisme, c'est-à-dire c'était vu de la place des terreaux. Alors heureusement, commençait à émerger une autre culture, commençait aussi à émerger
la métropole, hein, en tant que pôle urbain, et commence à avoir un rayonnement au niveau européen. Hein, bon. Et donc, il y a eu un énorme changement de regard. Et finalement, la majorité des élus ont mis en avant quand même le fait qu'il fallait que l'agglomération se partage les fonctions métropolitaines, qu'elles ne soient pas toutes concentrées uniquement sur Lyon. Hein, donc cette idée a quand même bien cheminé. Et puis il y a eu aussi, dans ce cadre-là, l'émergence à Lyon de la politique de la ville. Hein. Donc ça a commencé à la fin des années 70. Lyon était un grand laboratoire de la politique de la ville. Hein. Donc je vais en dire quelques mots parce que je pense que l'installation de l'école d'architecture à Vaux-en-Velin s'inscrit totalement dans cette nouvelle politique de la ville. Je rappelle quelques événements très symboliques. Hein. Été 81, l'été chaud des Minguettes. Il y a eu des émeutes très importantes qui ont une résonance nationale et même au-delà, hein, bon, et qui ont dit qu'il faut faire quelque chose. Hein. Il y a eu celle de Vaux-en-Velin 90, dont on a beaucoup parlé, et qui ont provoqué la création d'un ministère de la Ville, hein, dont le Premier ministre a été Michel Delbar. Mais il y avait eu aussi des émeutes en 79. Hein, donc la situation était quand même pas si évidente que ça dans ces banlieues. Au niveau national, il y a eu la création de la commission du Bedou, hein, mettant beaucoup l'accent sur le social et pas que sur l'urbain. On l'a appelé la commission nationale du développement social des quartiers. Il y a eu Banlieue 89 qui a fait pas mal de choses dans l'agglomération lyonnaise, hein, à Vaux-en-Velin, à Oulin, à Saint-Priest, etc. Localement, il y a eu aussi des signaux. Par exemple, je me souviens d'un événement un peu sidérant, le maire de Lyon se rend aux Minguettes. C'était la première fois que le maire de Lyon se rendait aux Minguettes dans l'histoire de l'agglomération. C'était donc Francisque Colomb qui allait rencontrer Marcel Well, hein, élu communiste, hein, historique des Minguettes. Hein, bon. Et ça a quand même beaucoup aussi marqué l'ambiance à l'époque. Alors, la communauté urbaine s'est beaucoup investie sur cette dimension d'agglomération parce que les banlieues, ce n'est pas qu'un problème local. Il y a des problèmes de transport, il y a des problèmes de logement social, comment le répartir dans l'agglomération. Il y a des problèmes de répartition des fonctions. Ne lui explique pas ça! Ne lui explique pas, il va le faire. Qu'est-ce qui se passe? C'est un piratage, là, non? Non, c'était un Bon, intervenant. j'essaie de continuer. Bien sûr, la compétence urbaniste de la communauté urbaine a conduit notamment l'agence à suivre beaucoup les projets urbains sur les grands ensembles. Et je me souviens que nous sommes efforcés aussi à l'agence de coordonner les acteurs au niveau de l'agglomération. On a créé une commission permanente de l'habitat social qui était un peu la commission du Bedou local. Donc vraiment, à cette époque, il y avait une volonté politique extrêmement forte. Hein. Je me souviens aussi en agence d'urbanisme, on s'est rendu compte que la présence de sociologues était extrêmement importante. Mon adjoint, Jean-Pierre Aldeguer, était sociologue. Bruno Voisin, vous avez peut-être entendu parler, qui a beaucoup travaillé sur les Minguettes, la Luchère, également Vaux-en-Velin. Christine Mongeon, André Chazalette. Enfin bon, il y a eu un milieu professionnel et universitaire très important pour accompagner tout cela. Alors, pour terminer sur Vaux-en-Velin, c'est vrai qu'on a entendu, mais Charles Culterin en parlera, quel scandale de mettre l'école d'architecture sur le parking de l'école des TPE. Bon, la suite a prouvé quand même que l'école d'architecture, sur beaucoup de plans, n'était pas du tout un satellite de l'école des TPE, mais était capable de nouer des partenariats d'égal à égal. À Vaux-en-Velin, il y a eu, avant même la création de l'ANRU, hein, des projets très importants de réhabilitation, de transformation, de démolition sur la Grapinière, sur le Mas du Taureau, un nouveau centre commercial qui a été incendié en 1990. Hein, bon. Sur le Grand Vire, hein, qui est le centre de la ZUP, hein, le départ d'IKEA en 1986, la suppression de la dalle. Enfin, il y a eu des événements et des transformations extrêmement importantes. Alors, je dirais que cette école d'architecture venant dans ce contexte, ça avait du sens. Ça avait du sens
par rapport au lieu, au territoire, même si c'était peut-être pas évident pour tous les étudiants, effectivement. Ça avait du sens dans les collaborations qui ont été engagées par les directeurs successifs des deux écoles. Bon, moi, je l'ai suivi. Alors, il y a eu aussi... Alors, le campus a pris quand même de la consistance, mais peut-être pas autant qu'on l'avait ambitionné au départ, mais il y a eu l'espace-ville de l'école des TPE, il y a tous les projets que nous présente Nathalie Mesureux. Il y a eu le lycée Robert Doisneau, qui est quand même une réalisation magnifique, puisqu'on a implanté un lycée au cœur du centre-ville, dont le rez-de-chaussée accueille des commerces. Donc c'est un lycée qui n'est pas du tout fermé sur lui-même. C'est quand même un projet assez exceptionnel. Alors, Nathalie Mesureux me disait ce matin que ça n'avait pas du tout été évident pour les directeurs successifs d'implanter l'école et que c'était, Jean-Luc Fraisse peut en témoigner bien sûr, un combat. Moi je veux dire que vu de l'extérieur, l'école d'architecture s'est presque grandie de réussir son parcours à Vaux-en-Velin. Et je pense que le défi qui était le sien de s'implanter dans un tel territoire difficile, il faut le reconnaître, peut-être que ça l'a rendue encore plus combative. Et je dirais qu'au niveau national, puisque je me suis placé aussi à cette échelle, l'école d'architecture de Lyon tient pleinement sa place dans le réseau des écoles de Rhône-Alpes et de toute la France. Merci Jean Frébault pour cet éclairage. Effectivement, il y a une espèce de changement de paradigme dans ces années-là, du centre vers les périphéries, et une réflexion nouvelle qui s'engage. Vous avez raison de souligner l'importance notamment d'appréhender le territoire à la grande échelle, en quelque sorte, en matière d'aménagement, mais aussi en matière d'équipement. Et je rappellerai très brièvement on doit à Francisque Colomb d'avoir lancé 2 chantiers majeurs, l'Opéra de Lyon et la Cité internationale, qui seront réalisés, inaugurés sous Michel Noir. Avec de grands architectes. Avec de grands architectes, absolument. Et que le concours pour l'école est l'un des premiers concours de la région, après celui de la cité judiciaire, jusqu'à la place des terreaux en 1991, et puis jusqu'au musée des Confluences un petit peu plus tardivement. Alors, on évoquait à l'instant Charles Curtelin. Je rappellerai que vous êtes ancien président de l'Ordre des architectes et membre de la Société académique d'architecture. Effectivement, les réactions ont été extrêmement vives au moment où commence à se dessiner ce projet d'implantation d'une école d'architecture à l'ombre, pourrait-on dire, de l'ENTPE à Vaux-en-Velin. Au fond, quelle relation entretenait l'école et le milieu professionnel dans les années 70-80 ? Oui, je crois que... Je vais quitter mon masque si j'y arrive. Les rapports de l'ordre avec cette affaire-là ont été quand même très réduits, et on a été surtout traumatisé par la loi de 77 et l'intégration des agréés, etc., qui ont été un vrai problème qui nous a beaucoup secoués. La deuxième chose qui nous a beaucoup interpellés, c'est quand même la limitation de la surface pour le recours à l'architecte, qui se révèle quand même une catastrophe quand on se promène dans la campagne un peu partout, où on voit pousser tout et n'importe quoi actuellement. Donc c'était plus ça qui nous préoccupait que la construction de l'école d'architecture, dont on se préoccupait peu, parce qu'on n'avait à l'époque absolument aucune relation avec l'école. Aucune. Les relations avec l'école, elles ne sont revenues que lorsque un jour j'ai fait une réunion de l'ordre qui était externée à Saint-Étienne, et par hasard j'ai rencontré, par hasard, et c'est ce qui a permis de redémarrer des relations avec l'école. Avant, c'était complètement inexistant. Donc, l'école, c'est peu, l'ordre, c'est peu, et la profession, c'est peu préoccupée de ce qui se passait à l'école et les transformations. Moi, j'avais répondu un jour à un petit mot de Moulinier, qui avait fait une conférence, qui lançait une conférence qui disait « Faut-il ramener l'université en centre-ville ?» Alors j'avais répondu gentiment, avant de la ramener en centre-ville, il faut l'empêcher de partir. Bon, c'était un peu une plaisanterie, et ça s'était arrêté là, on n'avait pas été plus loin sur le sujet. Quand on revoit les explications
quand on entend les explications, en particulier de mon ami Paulin, sur la façon dont les choses se sont présentées, évoluées, etc., la profession n'a pas du tout été tenue au courant de ce qui se tramait. On peut dire que on a été très surpris. Et quand on a vu le projet, le projet sur le plan architectural, on ne le discute absolument pas, il est indiscutable. C'est un très beau projet. Et partout où on aurait pu le mettre, enfin c'était un des endroits sans doute où on pouvait le mettre. Ailleurs, c'était assez difficile. On avait suggéré, moi j'avais suggéré qu'il y avait un emplacement qui était intéressant. C'était l'école de santé militaire qui était avenue Berthelot. Je trouvais que c'était un lieu qui était suffisamment noble pour recevoir une belle école. Et ça restait dans un quartier qui est typiquement universitaire, et je trouvais que c'était assez... On pouvait avoir d'autres relations qu'avec l'école des TPE. À l'école, effectivement, l'école des TPE ne semblait pas être immédiatement l'école avec laquelle on pouvait avoir le plus de relations, et on était peut-être un peu plus impressionné par le fait c'était une école de l'État pour des ingénieurs qui sont des ingénieurs d'État. Alors on se disait, et peut-être que ce n'était pas tellement loin de la réalité, on se disait que l'école sur le terrain de l'école des TP, c'était pour créer un corps d'architectes d'État. Et comme on a vu qu'il y avait un certain nombre de choses qui se sont passées, en particulier quand on a vu l'évolution au début des CAUE, qui cherchaient toutes à faire de la maîtrise d'œuvre, on n'était pas très loin de la nécessité de créer un corps d'architectes d'État. Bon, voilà. À part ça, nos relations étaient pratiquement inexistantes. Alors, comment expliquer cette rupture entre le milieu professionnel et l'école? Et de quand date-t-elle? Oh, elle date... c'était... 68? Oui, surtout 68. Oui, alors, avant, ça commençait déjà... il faut dire que la formation des architectes, c'est quelque chose qui a toujours été traité un petit peu par-dessus la jambe. On avait l'impression qu'on n'avait pas évolué depuis le Moyen-Âge, ou presque. Hein. Et la façon dont... Enfin, certains disaient, facétieux, on met 10 ans d'études pour arriver à faire des self-made man, hein, c'est à peu près ça. Donc si on n'avait pas eu la formation dans les agences, si on n'avait pas pu faire la place comme on la faisait, on apprenait énormément de choses sur place. C'était... Et la normalisation, est-ce que l'école a contribué, en tout cas à la normalisation de ces relations dans les années qu'on suivit, ou à quel moment le milieu, justement Après, grâce au contact que j'avais eu avec M. Fraisse, on a repris des contacts assez réguliers avec l'école. Je veux bien dire un mot. C'est vrai que ce fut long, cher Charles Curtelin, car lorsque moi j'ai été nommée dans cette école, l'ordre est venu à moi pour me proposer d'être présent comme personnalité au conseil d'administration. Et donc on en a parlé, on a essayé de l'installer. François était président, non c'était juste après que vous êtes devenu président, mais on a été dans ce débat ensemble lorsque vous avez été président, François. C'était Claude Ourcade, le président, à mon arrivée. Et donc j'ai un peu interrogé mes collègues à l'époque, directeurs des ENSA, et on m'a dit surtout pas, surtout pas. Donc vous voyez, en 2009, la présence de l'ordre au conseil d'administration d'une école était encore très discutée. Alors que dans les écoles d'ingénieurs voisines, il y a au contraire un lien énorme entre la profession exercée et le débat stratégique dans les écoles. Donc ça a pris beaucoup de temps, je confirme. Résolu grâce au bon conseil du rapport Flesset. Je n'ai aucune réponse à donner sur ce sujet parce que c'est un point d'interrogation.
Mais c'est étonnant parce que Jacques Perrin-Fayolle, qui a construit, donc qui a livré l'école des TPE, s'est élevé contre ce rapprochement en refusant de participer au concours, justement, de l'école d'architecture. C'est tout à fait opposé, en tout cas, à cette idée de parlant justement d'une mise sous tutelle, en quelque sorte, des architectes par le corps des ingénieurs. Alors, nous en venons à vous, Jean-Luc Fraisse. Je suis très heureux de vous accueillir. Je rappellerai que vous étiez d'abord directeur de l'école d'architecture de Saint-Étienne, et puis vous êtes arrivé à Lyon en 1983, si c'est bien ça, de 83 à 97. Alors, tout est à faire dans ces années-là. Comment on appréhende un nouvel établissement, la mise en place de nouvelles équipes pédagogiques, de nouveaux programmes? Comment on s'empare d'un projet comme celui-ci? Il faut, avec modestie, parce que l'équipe pédagogique, elle est là, elle existe, il faut faire avec. Alors moi, j'arrivais, j'étais un peu innocent. Enfin, je suis pas architecte au départ, et je ne connaissais rien à l'architecture lorsque j'ai été nommé directeur de l'école de Saint-Étienne. En 2 mots, parce que je suis arrivé à Saint-Étienne, l'école était une école municipale, entièrement prise en charge par la ville, et j'étais le premier agent de l'État, et j'étais nommé à la tête d'un service municipal. C'est quand même un peu étonnant. Bon, bref, je suis arrivé avec mon innocence, j'allais dire, et ma bonne volonté, en me disant, je vais apprendre. Donc, j'ai fait ce que j'avais à faire à Saint-Étienne. J'ai notamment nationalisé l'école, enfin, fait en sorte que l'État prenne cette école en charge, conformément aux engagements qu'il avait pris et qu'il ne tenait pas. Bref. Et puis, lorsque j'en ai eu fait le tour, la direction de l'école de Lyon s'est présentée. Nous étions 2 candidats, et je remercie Jean-Pierre Duport de m'avoir nommé. Et donc, là, j'ai compris la tâche qu'il y avait, mais toujours un peu j'arrivais avec ma bonne volonté, puis mon innocence, je dirais, presque. Alors, fort heureusement, je dirais, j'avais la coutume de dire que la succession a été facile parce que la situation était difficile. C'est-à-dire que j'ai eu un très bon accueil de la part du corps enseignant. Vraiment, ça, c'était un appui très fort. J'avais la confiance du ministère. Et j'ai eu la chance, à l'occasion dans différentes circonstances, de m'entourer d'un personnel qui était compétent, que ce soit le secrétariat général de l'école, et surtout dans le domaine pédagogique, grâce à quelqu'un qu'on a évoqué, mais qu'il faut citer parce qu'il a fait un travail remarquable, c'est Dominique Prat. Il a fait sans avoir l'air d'y toucher. Il prenait les enseignants comme ça, il les tutoyait, il les prenait dans le sens du poil, etc. Et il avançait. Et ça, j'ai eu une chance énorme avec cette secrétaire générale et ce directeur des études. Voilà. Alors, les décisions importantes étaient prises. La décision d'installer l'école ici avait été prise. Le jury de concours avait eu lieu. Ce qu'il fallait, c'était pas brusquer trop les choses, mais tout ça s'est fait. Puis c'était passionnant. Moi, je m'y investissais à fond parce que il y avait la construction. Pour moi, c'était quelque chose de travailler avec la cellule des constructions publiques de la DDE du Rhône. C'était des gens compétents. Revest, Dufond, c'était des gens compétents qui connaissaient leur affaire et qui étaient capables de dialoguer avec leurs interlocuteurs. Et puis je découvrais tout, moi, les entreprises, le chantier, les réunions de chantier. Alors j'aurais pu ne pas y aller, mais parce que officiellement j'étais rien. Il y avait le conducteur d'opération, c'était la DDE, mais moi je venais là pour apprendre, ça m'intéressait et je me suis donné à fond là-dedans. Et finalement, je dis pas que
Non, ça s'est passé. Bon, il y a eu des moments délicats lorsqu'on a laissé l'école vide pendant une année parce que le mobilier n'était pas arrivé. N'était pas arrêté, oui. Mais ça, je trouve, moi, que ça s'est bien passé. Hein. Alors, à la fin, moi, bon, j'avais accompli ma mission. Bon, alors, c'était un peu le problème du statut des directeurs d'école. Hein. Il a fallu que je me ménage ma porte de sortie, quoi. Et ça a pris quelque temps, mais alors, il y a des aspects qu'on a pu développer, hein, je l'avais noté. C'est notamment, je crois qu'il ne faut pas l'oublier, c'est le développement du programme Erasmus. Hein. Dominique Prat avait réussi à ce qu'il y ait pratiquement, en troisième année, les enseignants se plaignaient, il y avait la moitié des effectifs de deuxième année qui partaient à l'étranger. Et comme il y avait une sélection, c'était les meilleurs qui partaient. Donc les enseignants de l'école se plaignaient, nous, vous nous laissez que les mauvais. Mais il y avait plus de 50% de la promotion qui partait à l'étranger. Hein. Avec la réciproque, oui, avec des jumelages qui s'étaient développés. Voilà. Pouvons-nous peut-être revenir un instant sur la construction des doubles cursus, Michel Paulin, Jean-Luc Fraisse, sur la question de la construction des doubles cursus, architecte, ingénieur, comment s'est posée cette question-là, comment ça s'est fait finalement? Moi, j'ai considéré que c'était une question de programme, de méthode pédagogique, et ce sont les enseignants, Michel Paulin et Dominique Prat, hein, et puis d'autres. Oui, c'est vrai. Oui, René Ravet. Ce qui avait de bien dans cette école, c'est qu'il y avait un noyau d'enseignants qui étaient moteurs. Hein, et qui, à une époque où ça aurait pu un peu flotter parce que la direction était un petit peu évanescente, il y avait des enseignants qui étaient venus à Saint-Étienne, qui avaient fait comme Charles Curtelin un peu, on s'était rencontrés. Bon, je ne veux pas me vanter, mais enfin, on avait plutôt sympathisé, quoi. Pour moi, ça n'a pas été un gros problème, n'étant pas architecte. Moi, je ne pouvais pas dire qu'est-ce qu'il fallait enseigner dans un double cursus, etc. Ça, c'était Dominique Prat, hein, qui était l'homme idoine, hein, il avait la double formation, c'était vraiment inespéré, quoi. Et il connaissait bien l'école, puisqu'il avait travaillé sur le programme. Alors, est-ce qu'on pourrait revenir, par exemple, sur... Oui, bien sûr, si vous voulez prendre la parole et intervenir, Michel Paulin. Il faut appuyer voilà, et parler près du micro. Juste pour préciser un peu ce démarrage du double cursus, c'est vrai que, comme je l'ai dit, on avait déjà de forts antécédents, aussi bien avec l'INSA qu'avec les NTPE. Et quand les NTPE a voulu créer, donc je l'ai dit, son propre cursus, donc là, Prat a dit, ben voilà, il ne faut absolument pas laisser faire ça, il faut profiter de cette occasion. Donc on a monté un programme à destination des élèves ingénieurs. Alors les élèves ingénieurs, pour la petite histoire, ils aimaient beaucoup s'inscrire à ce programme parce que là-bas de l'autre côté, ils étaient tous entre garçons et ici, il y avait déjà à peu près 50% de filles. Et donc, il ne faut pas se cacher qu'il y a eu beaucoup de candidats optionnels au début qui aimaient bien fréquenter nos locaux. Mais très vite, ça n'a plus été le critère essentiel parce que on s'est rendu compte que c'était extrêmement formateur, extrêmement positif. On avait déjà des échanges, on ne l'a pas assez cité, Promoca, la formation continue. Moi, je travaillais avec Forméquipe, qui était l'équivalent pour... enfin, c'était pas l'équivalent, enfin, qui s'occupait de la formation continue des élèves ingénieurs. Donc, on était déjà imbriqués au niveau des contenus. On avait déjà une idée de ce qu'il fallait faire. Donc, on a fait très vite des contenus culturels pour les ingénieurs et des contenus scientifiques pour les architectes. On a établi des nombres d'heures, tout ça, ça a été l'objet de discussions importantes. On avait la chance d'avoir, comme je l'ai dit, Philippe Sardin, qui est extrêmement ouvert et extrêmement porteur, dynamique. Et donc, très vite, l'expérience avec TPE
dans un sens, puis ensuite dans les deux sens, a montré la faisabilité de la chose. Ce qui a décidé l'INSA à entrer dans le jeu. Et donc, on avait déjà rodé des programmes, il y a eu ensuite qu'à les améliorer. Et alors, on a fonctionné avec ce qu'était la tradition ancienne de l'INSA lors de la création par le recteur Capel, c'est une école d'ingénieurs qui est ouverte. C'est-à-dire, on ne vient pas là après avoir fait un concours national comme dans les grandes écoles. Et au début, c'était des entretiens pour entrer. Et la prépa était intégrée dans le premier cycle de l'INSA, ce qui était une originalité extraordinaire dans la formation des ingénieurs dans les années, au début des années 70. Et donc, on a élargi ce système, c'est-à-dire qu'on recrutait sur des entretiens. On a participé à des heures et des heures d'entretien avec les étudiants candidats et on s'apercevait que les étudiants, aussi bien architectes qu'ingénieurs, qui se lançaient dans ces cursus, étaient chaque fois des têtes de classe. Étaient chaque fois ceux qui, par ailleurs, étaient responsables de la sauce locale, qui étaient, par ailleurs, jouaient de 3 instruments de musique et qui, par ailleurs, avaient voyagé partout dans le monde. Donc, il y avait un petit phénomène d'élite qui a bien marché au début, qui a promu le système. Et je pense qu'ensuite, une fois qu'il a été promu, ça a permis de l'ouvrir et de le faire connaître. Jean Frébault. Juste un mot sur la question du rapprochement architecte-ingénieur. Je voudrais quand même appuyer ce qu'a dit Michel Paulin tout à l'heure sur l'expérience des grands ateliers de l'île d'Abo. C'est une expérience très originale en Europe, hein, d'après ce que j'ai compris, dans un pays comme la France où très marqué dans l'histoire de la séparation de la formation des ingénieurs et des architectes. Hein, bon. Et contrairement à la Suisse, par exemple, je me souviens de Roland Schweitzer qui présidait le conseil scientifique des grands ateliers, qui était enseignant à Lausanne, hein, à l'école de Lausanne, était très porteur hein, de cette collaboration. Alors, les grands ateliers, ça s'appelait le pôle d'expérimentation et de recherche sur les cultures constructives. Donc, il mobilisait bien sûr les écoles d'architecture pionnières, notamment Grenoble, Lyon et quelques autres au niveau national sur ces questions de culture constructive, mais aussi l'école des TPE, l'INSA, le CSTB et les écoles d'art. Et ça n'a pas été facile, hein, on se souvient. Bon. Mais les grands ateliers continuent encore, hein, avec un statut un petit peu différent. C'est une expérience totalement atypique qu'on n'arrive pas à faire entrer dans le moule, qui est fragile, mais qui mérite quand même d'être prise en compte dans cette histoire de l'enseignement que vous essayez de raconter. La dominante ingénieriale reste une permanence, en tout cas à Lyon. Jean-Pierre Duport. Oui, je voulais évoquer un nom en lançant une bouteille à la mer, si je puis dire, parce que je ne suis pas du tout sûr de la réponse. En lisant votre livre avec beaucoup d'intérêt, j'ai retrouvé un nom d'une personne dont je voudrais savoir s'il a joué un rôle dans la constitution de l'école et dans la réalisation du projet, parce que j'ai gardé le souvenir d'une personnalité riche, très stable, très motivé, d'un homme plein de sagesse, qui est Denis Pradel. Alors, je ne sais pas quel a été le rôle de Denis Pradel dans cette histoire, mais le souvenir, alors, en feuilletant le livre, en le regardant, en le lisant, je me suis dit, mais je ne me souviens plus exactement quelles sont les occasions où nous avons travaillé avec Denis Pradel, mais j'en ai gardé le souvenir d'une personnalité très positive et qui avait joué un rôle extrêmement important dans le développement du projet. Voilà, pardon de changer de sujet, mais j'ai vu qu'il était décédé il y a plus d'une vingtaine d'années, mais j'avais gardé un grand souvenir de Denis Pradel. J'avoue que je l'ignore. Michel, sans doute. Je ne peux qu'appuyer votre propos. Denis Pradel, qui a été donc professeur de théorie avant 68, pour nous, étudiants de l'époque, c'était une révélation. C'est-à-dire que professeur de théorie, c'était
rendez-vous tel jour dans une ferme, dans la Dombe, en Savoie, etc. On y va, on regarde, on parle avec les gens, on se met de la bouche aux chaussures. Vous êtes architecte, oui, mais vous avez un rôle social essentiel. Comment est-ce que vous comprenez les situations sociales, techniques, économiques, etc. C'était un philosophe. C'était un humaniste extraordinaire, très chaleureux. On a créé une association en 1901 avec lui où on a fait des tas de choses. Il était très favorable. Très favorable. Bon, il a quitté son poste assez tôt, je pense, après l'installation de l'école. Je ne me rappelle plus à quel moment. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'avait pas du tout... je dirais, moi, que c'était une autorité tutélaire dans l'école. Hein, c'est-à-dire une autorité morale forte, qui n'était pas présent partout. Hein. Moi, lorsque je l'ai connu, il était vacataire. Il faisait 4 heures d'enseignement par semaine ou quelque chose comme ça. Il devait y bouffer sa culotte là, pour venir de Chambéry. Enfin, mais il faisait ça parce qu'il devait... Oui. Et très attentionné, très soignant les relations humaines. Voilà. Moi, c'est ce que je peux en dire, parce qu'il faisait son travail dans son coin, puis il m'avait invité une fois chez lui, à l'occasion d'un déplacement que j'avais fait à Chambéry. Il m'avait reçu très simplement, c'est quelqu'un vraiment très ouvert, quoi, très... C'est quelqu'un qui a joué un rôle important pour l'architecture dans cette région, notamment pour l'architecture de montagne. Il avait participé très activement à la création de Courchevel, où il a conçu Courchevel en partie, en expliquant pourquoi on ferait à Courchevel autre chose qu'une architecture imitant celle de la montagne. Il expliquait avec un sens pédagogique et didactique énorme, et il a été un référent de la conception architecturale des stations de sport d'hiver pendant très longtemps. Il a accompagné de loin ensuite la construction des arcs, où Charlotte Perriand, Jean Prouvé, Regueraz et Remier, Chappy, qui sont toute une équipe d'architectes de cette région, des architectes de conception parisienne venus en montagne pour répondre aux enjeux du plan neige, plan d'aménagement majeur de l'État français, pour dire avec quelle culture on va construire. Et j'ai moi rencontré Denis Pradel dans mon premier poste d'architecte des bâtiments de France en Savoie. Denis m'a fait visiter Courchevel, qui était en train de se transformer, de se folkloriser comme on le connaît aujourd'hui. On a protégé Courchevel ensemble, on a amené Charlotte Perriand à parler de son travail, etc. Et pourquoi je prends la parole? Pour vous dire que Denis, évidemment, impressionnait n'importe quel architecte, et j'imagine aisément comment il a pu être enseignant. Mais surtout, il a eu une descendance. Et il y a quelques années, vous le savez, les écoles de Lyon et Grenoble ont concouru ensemble au Solar Décathlon. Solar Décathlon conçu, préparé aux grands ateliers de l'île d'Abo. Et un des étudiants grenoblois qui, comme on le faisait toujours, on faisait préparer leur habilitation à la maîtrise d'œuvre en nom propre aux étudiants dans le cadre du Solar Décathlon, pour que ce soit une expérience de maîtrise d'œuvre réelle. Et quelle ne fut pas ma joie de retrouver le petit-fils de Denis Pradel, qui est en fait celui qui a piloté la maîtrise d'œuvre du Solar Décathlon que l'on a gagné ensemble à Madrid en 2012. Voilà. Donc puisque M. Duport se demandait quelle suite avait eu Denis Pradel, je crois qu'un sujet très intéressant est toujours celui des filiations d'architectes. Je sais que Philippe Duffieux y travaille, nous y travaillons aussi. On a retrouvé récemment le fonds patrimonial des ouvrages de la bibliothèque de l'École des Beaux-Arts, appartenant en fait à l'enseignement de l'architecture. Et on a rapatrié ce fonds ici, dans lequel on a retrouvé les catalogues de scolarité que Philippe Duffieux, avec une autre équipe de chercheurs, est en train d'analyser de façon à ce qu'on fasse la liste des diplômés de cette école et des filiations. Et on a déjà, je vous passe le détail, retrouvé des noms très importants. Et donc c'est vrai que dans le corps enseignant, il y a cette question de la gestion des héritages,
de la reconnaissance des moments d'invention forts. Et si cette école est celle des architectes-ingénieurs, c'est aussi une école où la problématique de la montagne est présente. Je l'ai encouragée parce que j'y ai quelques attraits personnels, mais elle est aussi devenue un sujet d'innovation dans l'école, pour lequel aujourd'hui l'école travaille dans le cadre du plan Loup, qui est un plan national, et obtient des résultats en innovation absolument remarquables. Et ça repose sur les professionnels, puisqu'on parlait de la relation avec les professionnels, sur les professionnels que l'on arrive à faire venir dans une école pour dispenser leur art d'une autre manière. Il me semble que Denis Pradel a été un peu celui-ci, c'est-à-dire, en vous écoutant, je me rends compte qu'il n'a pas été forcément un enseignant stable et de longue haleine, mais il a apporté un moment sa pierre à l'édifice, notamment au regard de sa pratique. Est-ce qu'on peut évoquer la personnalité de Bernard Duprat également? Quel rôle a-t-il joué notamment dans la... Pardon, vous souhaitiez intervenir, Jean-Pierre Duport? Michel Paulin ou Jean-Luc Frey? Oui. Bon, enfin, comme vous voulez. Rôle important dans le développement de la recherche? Essentiel dans le développement de la recherche. Bon, j'ai été très légèrement plus âgé que Bernard Duprat et... très vite, il a sympathisé avec Paul Quintran, avec le Gamso, et il est toujours très ami de Paul Quintran, ils sont tous les deux pas en très bonne santé, mais ils continuent à communiquer. Et Bernard Duprat a milité très vite pour qu'on introduise des procédures rationalisées, l'introduction de l'informatique appliquée déjà à l'analyse et puis ensuite à la conception, comme Pierre-Alain Jaffrenoux le faisait de son côté. Et avec Bernard Duprat, donc, nous avons eu l'opportunité de rencontrer Bernard Deloche, par le biais d'une personnalité très importante aussi de la culture, qui est Jean-Michel Legnaud. Et donc, c'est tout un groupe qui, très vite, a trouvé les atomes crochus, dans la mesure où les démarches de Quintran sur la rationalisation de la conception de l'architecture, les démarches de Deloche sur l'expertise automatique de l'art, par des moyens informatisés, ont fait que petit à petit, ça a donné du corps au laboratoire de recherche. Et Bernard Duprat a été donc un moteur actif et permanent. Il a pris ensuite le cours de théorie, et donc en succession de Pradel, comme moi je prenais le cours de construction en succession de François-Régis Cotin, d'une certaine façon. Et en cours de théorie, il n'a eu de cesse que de montrer comment les doctrines devaient déjà se distinguer des théories et des concepts, et comment s'alimentaient les doctrines, comment elles pouvaient varier, quels étaient les discours. J'ai fait beaucoup d'analyses de discours. François Tran l'a rappelé tout à l'heure, ça a été un problème très, très important. Jean-Pierre Duport, vous souhaitiez ajouter un éclairage supplémentaire? Il y en a ceci étant qui conduisent aussi de l'architecture à être auteur dramatique, et Maurice Novarina Bien sûr. a donné naissance à des architectes et à des auteurs dramatiques. Donc la question que je voulais vous poser, une question dans laquelle j'espère que vous n'allez pas la prendre mal, mais qui m'a un tout petit peu étonné en regardant le programme de ce colloque. Il n'y a personne de l'école des TPE. Pourquoi? J'ai pas vu dans le programme. Alors, est-ce que les relations se sont distendues? Est-ce que le problème ne se pose plus? Mais problème d'acteur. Je n'ai pas vu. Est-ce qu'il y a une raison qui fait que il n'y a personne de l'école des TPE? Oui. Ça m'a un tout petit peu interpellé en regardant les intervenants d'aujourd'hui. Alors, les relations... J'espère ne pas être mal élevé. Pas du tout. Les relations je ne dirais pas qu'elles se sont distendues. J'ai été nommée en 2009. Philippe Sardin était encore présent. C'est lui qui m'a fait
qui m'a fait découvrir l'écosystème dans lequel nous travaillons. Nos doubles cursus étaient plus vivaces que jamais. Il a été ensuite succédé par Jean-Baptiste Le Sort, qui a vécu une décennie ici. Donc on a été vraiment des collègues extrêmement proches et on a vécu toutes les vicissitudes de la constitution de l'Université de Lyon ensemble. Puis, Jean-Baptiste Le Sort est parti il y a à peine quelques mois, et la personne qui lui succède, Cécile Delolme, étant extrêmement neuve à l'ENTPE, on a hésité, on en a parlé un moment, puis on a hésité à la faire venir ici pour ne pas la mettre en situation de difficulté. Ce qui s'est passé entre TPE et ENSAL, c'est que nos doubles cursus vivent plutôt bien. Les relations sont fortes et ont fait vivre ce campus. Mais il faut bien admettre que dans la stratégie de l'école, lorsque il a été question de constituer la commu de Lyon, les ingénieurs ont fait corps et l'école d'architecture n'a pas pu entrer dans la commu. Parce que les écoles d'ingénieurs ont fait corps. Si je commence à parler de la commu de Lyon, nous allons beaucoup déborder, donc je ne vais pas m'étendre, mais Lyon est un site extrêmement complexe avec 31 établissements, 4 écoles d'ingénieurs publics majeures, Mines, Centrale, INSA, TPE, les 3 universités lyonnaises plus l'université stéphanoise qui n'ont pas encore fusionné, alors que partout dans tous les sites, les universités ont d'abord fusionné pour mieux intégrer ensuite leurs relations avec les écoles. Et j'ajoute à cela l'ENS, école majeure également au plan national et dans ce site. Et nous sommes, l'école d'architecture, à peu près dans ce concert, les 14e sur la liste par importance et par... Et il a été décidé que la commune ne devrait pas aller au-delà de 14. Ensuite, il y a toutes les autres écoles de la culture publique, le CNSMD, les écoles à volet culturel, si je puis dire, domaine culturel, l'ENSAT, l'ENSIB, le livre La Lecture. À l'époque, et dès mon arrivée, j'avais beaucoup expliqué qu'il fallait absolument que l'université intègre les écoles de la culture. Il n'en a rien été au moment où il a fallu compter les rangs. Ce sont les écoles d'ingénieurs qui ont fait corps. Nous ne sommes pas entrés. Et n'étant pas entrés, nous avons alors décidé de nous associer, conformément à la loi Fioraso, qui disait que les établissements pouvaient s'associer entre eux, notamment en s'adossant à un établissement ESR de l'enseignement supérieur pour participer au regroupement. Nous avons alors décidé ici, collectivement, avec des réflexions très importantes au sein de l'école, de nous associer à l'INSA. Pourquoi ? Grande école publique du site, sur le site de la Doua, école développant tout autant les doubles cursus avec nous. Il nous a semblé que l'heure était à cette association avec une école ESR plutôt qu'avec une école équipement qui connaissait les mêmes difficultés que nous dans le lien avec l'ESR. Ça a été quand même un moment où le NTPE est apparu sous le choc de cette décision. Alors j'ai soigné la décision, j'en ai parlé à mon collègue. On a été très attentifs à montrer que ça n'était pas une violence contre le NTPE, ni même un refoulement, mais que c'était une manière de sauver cette école de son isolement dans le système universitaire français. Il se peut qu'effectivement ce sujet, non pas ait distendu les relations, parce que je pense qu'elles sont globalement bonnes aujourd'hui. Notre directeur des études est membre de leur CFVU, la directrice est toujours invitée à nos CA et réciproquement. Voilà, je ne peux pas là prendre le temps de vous conter cette histoire plus avant, elle est extrêmement complexe, et Dieu sait que notre petite histoire est un détail absolument invisible dans la grande histoire de l'Université de Lyon, dont je rappelle qu'elle est constituée de 150 000 étudiants, avec des universités de 15 000 pour Saint-Étienne, mais à Lyon de 30 000, 40 000, 80 000 étudiants. Donc on est dans un concert tellement complexe qu'on n'a pas réussi à prendre notre place dans le regroupement universitaire. Et c'est éminemment grave pour cet établissement, qui est malgré tout un des 10 du site, un des seuls parmi les 10 du site qui délivre le doctorat. Je considère qu'une grande école publique nationale, délivrant le L, le M et le D, donc le doctorat, ayant une recherche CNRS,
qui dispose seul de son domaine disciplinaire, l'architecture, n'a aucune raison de ne pas être dans un regroupement de sites. Je vois toutes les écoles collègues de Nantes, Strasbourg, Toulouse, je ne parle pas des parisiennes qui s'inscrivent au meilleur endroit, toutes petit à petit intégrer ces politiques de site, et nous n'y arrivons pas bien. Nous n'y arrivons pas bien parce qu'il y a trop de monde sur ce site et que nous restons un peu petits, car si vous regardez bien, les écoles d'architecture des villes de l'importance de Lyon ont toutes beaucoup plus d'étudiants. Vous m'avez souvent entendu dire que cette école est trop petite. Vous savez qu'on sélectionne un étudiant pour quasiment 3500 candidats, enfin 100 étudiants pour 3500 candidats, donc 1 pour 35. C'est énorme. Et elle a été construite pour 450 élèves. Et vous avez vu les chiffres tout à l'heure des années 60. On est toujours à 120 étudiants en première année, c'est-à-dire la taille de cet amphithéâtre. Et donc, sincèrement, et alors, bon, je ne voudrais pas trop occuper la parole, mais tout de même, tout à l'heure, on a évoqué cette difficulté des travaux à Velin. Moi, je tiens à dire qu'en tant que directeur de cette école, je l'ai ressenti gravement et de plein fouet. Notamment, il me semble que si la décision que vous avez pu prendre est tout à fait vertueuse et que je la comprends ô combien en tant qu'architecte urbaniste de l'État, je suis imprégnée de la naissance de la politique de la ville. Je passais le bac en 84, donc vous voyez que la politique de la ville, pour moi, c'était au devant de la scène. J'ai entendu, évidemment, Roland Castro dès mes premières années d'études. Je suis imprégnée de cette naissance de la politique de la ville en France. Et je comprends combien était vertueuse et en avance cette décision que vous avez prise. Mais en laissant une école aussi pauvre que la nôtre dans un tel projet, sans lui donner d'espoir de projet, pas d'enseignants en plus, pas d'espoir de pouvoir construire et se développer alors que tout le monde se développait autour, c'était pour moi presque sans aucune chance de réussite. Il aurait fallu, comme on dote les quartiers de moyens supplémentaires pour y arriver, donner les moyens à cette école d'avoir le projet d'aider ce territoire. Elle n'a pas eu les moyens d'aider ce territoire. Or, si nous l'avons inscrite ici, c'était pour cela. Nous avons fait autrement, et j'ai mis 10 ans avec toutes les communautés à construire un projet qui fasse que l'ANRU accepte de venir, alors que pendant des années, cette mairie communiste ne pouvait pas obtenir d'aide ou de décision des élus lyonnais pour faire une extension, puisqu'on était sur un schisme politique. Mon prédécesseur, mon antéprédécesseuse ont réclamé des budgets d'extension pour cette école qui ne sont jamais arrivés. Parce que politiquement, on était au milieu de ce schisme. J'ai comme l'impression que la décision que vous avez assumée, prise et accompagnée, messieurs, était d'une telle avance qu'elle est encore aujourd'hui difficile à assumer. Et aujourd'hui, on s'en est sorti en faisant un projet pour lequel on a commencé à se raccrocher à Villeurbanne. C'est-à-dire, pour atteindre Lyon, on s'est raccroché à Villeurbanne, déjà, pour commencer. Et l'INSA, c'était une stratégie territoriale en même temps qu'une stratégie d'alliance. On s'est dit, il y a un immense campus à l'INSA, on l'a vu recevoir sur 3 CPER tous les budgets. Et nous, à chaque CPER, on était refusés. Donc, on s'est dit, on va faire un projet territorial. Ce campus de la Doua, un des plus grands campus scientifiques de cette métropole, même de France, reçoit tous les budgets. Eh bien, on va expliquer aux élus locaux que le campus de Vaud, c'est juste la continuité de la Doua. On est à 4 km à 2 pas sur une zone urbaine qui se transforme. Aujourd'hui, c'est l'espace de transformation le plus important de la métropole. On a fait connaître cette idée-là. Donc, on est passé d'abord par Villeurbanne. Et ensuite, on a interpellé, grande chance, tout à coup, la députée de ce secteur devient maire de la ville et devient secrétaire d'État à la politique de la ville. Hélène Geoffroy. Nous sommes allés la voir. Et nous lui avons dit, Madame la secrétaire d'État, si cette école ne réussit pas à grandir par les crédits de droit commun de l'État, alors ça signifie que c'est l'ANRU qui doit l'aider à grandir. Et nous avons à ce moment-là fait un projet de PNRU. Nous avons fait un projet pour expliquer pourquoi cette école devait être dans un campus de rénovation urbaine. Pourquoi nous devons construire, non pas ici, mais à 2 pas dans la ville, pour que nos projets servent la politique de la ville ici. C'est alors que nous avons eu une écoute et ce projet va maintenant se construire. Et donc,
le NTPE était à nos côtés, une école beaucoup plus riche. Elle a pu beaucoup plus aisément que nous développer ses collaborations scientifiques avec l'université, parce qu'elle avait 4 fois le nombre d'enseignants-chercheurs et qu'elle pouvait voyager beaucoup plus vers les universités que nous ne le pouvions, parce qu'ici, nos enseignants-chercheurs, qui sont un peu moins nombreux, ne font que se mobiliser pour faire vivre cette école. Et je sais quel est le public d'enseignants-chercheurs qui est avec nous aujourd'hui. Vous savez, même dans la nouvelle gouvernance, comment ils sont captés par le fonctionnement de l'école. Quand nous n'avons pas les moyens humains, ni les moyens financiers de nous développer et grandir, nous avons ici 8 000 m², le NTPE a 25 000 m² de locaux. Eh bien, cette NTPE, elle a pu développer sa recherche, elle l'a fait formidablement. Elle a aussi été acceptée dans l'Université de Lyon parce qu'elle était plus mature en recherche que nous. Et vous voyez, pardon de le dire ainsi, je pense qu'il y a une chose qui n'est pas encore acquise, c'est dans l'idée de tout système universitaire lyonnais, l'idée que cette université a une responsabilité sociale vis-à-vis de cette banlieue-là, dans laquelle nous vivons. De dette, Elle a une responsabilité sociale et notre projet, on espère, est en train de le dire. Monsieur le préfet de région était là vendredi. Je lui ai tenu ce propos. Il l'a entendu. Il nous a aidés dans ses financements. Nous voulons faire vivre cette idée d'une responsabilité sociale de l'université. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Et cette idée, je pense que vous l'avez eue avant tout le monde. Vous l'avez accompagnée avant tout le monde en faisant de cette école qu'elle soit implantée ici. Mais sans les moyens qui pouvaient accompagner un projet, c'était presque un projet vain. Voilà. Pardon de cette incursion. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. J'ai une conférence à 18h, je ne pourrai pas rester. Je vous laisse de votre réponse parce que je pense que c'est pour demain. Vous avez posé les véritables enjeux du développement de l'école. Et je pense que c'est un élément important et j'espère que le préfet de région relaiera les messages au ministère. Alors, merci beaucoup. J'excuse Philippe, je sais qu'il a une obligation scientifique à 7 heures et nous en avons aussi plusieurs à 18 heures. Je sais également, voilà, monsieur Duport qui devra nous quitter. Je vais peut-être quand même proposer à nos participants d'intervenir ou de poser une question, pardon, d'avoir réduit ce temps de participation, mais voilà, nous vous écoutons. Avez-vous des questions, des volontés d'intervenir parmi la trentaine de participants qui restent en ligne encore avec nous? Alors, vous pouvez lever la main. Charles Curtelin. Moi, je voulais juste rajouter que pendant 10 ans, j'ai suivi les travaux des étudiants ici, parce que la société académique délivre un diplôme, le prix du meilleur diplôme. Bon, donc c'était très intéressant. J'ai suivi ça avec beaucoup d'attention et j'aimais beaucoup ces réunions qui avaient lieu 3 ou 4 fois par an. Et j'ai vu que les meilleurs étudiants, c'était ceux qui faisaient le double cursus. Et c'était indiscutable. Voilà ce que je voulais dire. Merci, nous le savons, ils ont aussi des parcours merveilleux. Et nous travaillons beaucoup aujourd'hui à la valorisation des parcours de carrière qu'ils peuvent avoir ensuite. Est-ce que nous avons des questions par ailleurs? Voici donc Françoise Véry qui nous remercie dans le chat. Merci à vous, Françoise. Si je ne vois pas de questions... Voilà, vos micros sont ouverts si vous souhaitez intervenir, donc c'est le message aux participants. Je ne vois pas, n'entends pas de volonté d'intervenir. Je vais donc, s'il n'y a pas de regret nulle part, je vais donc clôturer cette journée, tout simplement en vous disant un immense merci, en vous disant la chance que j'ai ressentie en la présence de vos personnalités qui ont marqué l'histoire de cette école et qui ont forgé cette histoire. Remercier Christian Marco et Philippe Duffieux, ainsi que les services de l'école qui ont permis cette journée, malgré le petit incident numérique que nous avons connu. Et je vais pour cela vous demander encore une toute petite minute d'attention, car Amandine Diner voudrait vous faire quelques recommandations pour la suite de ce séminaire qui se tient donc demain à l'école de Grenoble. Afin que nous ne connaissions pas les mêmes
Zavary, Amandine va vous donner quelques conseils. Je vous passe la parole, chère Amandine. Ou Anne-Marie Châtelet, excusez-moi. Oui, vous m'entendez? Oui, Anne-Marie, nous vous entendons. Oui, d'accord. Je vous remercie. Je voudrais juste dire 2 mots pour vous remercier de cet après-midi qui était extrêmement riche pour cette introduction à l'histoire de cette école qui fut l'une des premières écoles régionales et, comme vous l'avez souligné, l'une des plus importantes, et à cette table ronde qui était très stimulante, je trouve, en évoquant les problèmes assez complexes qui mènent à la fois des questions de pédagogie, d'urbanisme et de politique pour essayer de construire le meilleur avenir de cette école et ces perspectives que vous avez ouvertes. Je trouve que c'était une table ronde particulièrement intéressante à laquelle nous avons pu assister. Je voulais remercier tous ceux qui y ont participé. Alors, les quelques petites recommandations que j'ai à vous livrer, c'est qu'un nouveau lien vous sera donc envoyé ce soir pour la journée de demain, avec la recommandation que chacun d'entre vous identifie de manière claire son prénom et son nom, puisqu'il s'agit à chaque fois de contrôler l'accès que nous aurons lors du séminaire que nous tiendrons demain donc, à Grenoble. Voilà, encore merci vraiment, toute notre reconnaissance à tous ceux qui ont participé à cette table ronde et à tous ceux qui ont organisé cette journée qui, malgré les difficultés que nous avons pu rencontrer depuis quelques mois et même sur cette journée qui n'a pas été toujours très facile, s'est révélée particulièrement intéressante et stimulante. Merci beaucoup à tous. Merci pour votre participation. À demain. À demain. Merci. Merci de votre intervention. Je vous envoie le discours que le préfet. J'ai un peu suivi la chose. C'est ça qui est important pour la vie. Oui, bien sûr. Il faut remonter ça au ministre de l'Enseignement supérieur. Je vais le faire, c'est mon chef à partir du 1er juillet. Parce que c'est... L'histoire des conneries,